Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Voilà, du coup, cet événement est organisé en partenariat avec Tilt et Les Grandes Oreilles. Du coup, on est deux associations. Je vais vous présenter rapidement Les Grandes Oreilles. Du coup, nous, on a une asso où on s'organise pour les personnes minorisées, donc les personnes LGBT, les meufs, les racisés. 3 petits points, ça ne s'arrête pas là. Du coup, l'idée, c'est de faire de la transmission, que ce soit technique ou artistique. Donc, on fait des ateliers radio, DJing, musique. Et également, l'idée, c'est aussi de faire de la diffusion et de la promotion des artistes minorisés. Et on a aussi un volet prévention, santé affective et sexuelle et discrimination. Voilà. Je te laisse présenter Tilt. Oui, tout à fait. Alors, du coup, Tilt, c'est une association de personnes LGBTQIA+, et on travaille autour des dynamiques relationnelles et affectives à travers des ateliers, des formations et des podcasts. Par exemple, les stéréotypes et discriminations, sur tous les enjeux relationnels qu'on peut avoir. On fait voilà, plein de choses différentes. On a une table de présentation là-bas si vous voulez en savoir plus. Du coup, on est ensemble ce soir pour présenter ce joli petit bouquin qui est paru aux éditions Cambourakis. Félicitations. Merci. Et du coup, c'est l'anthologie Dans une féminité queer. Et du coup, on est en présence de Marcia Burnier et Nelly Slim. Et du coup, le grand titre, c'est le titre d'usine. It's been lovely, but I have to scream now. Désolée pour mon accent. Et désolée pour la longueur du titre. J'ai essayé de le découper, vous voyez. Et du coup, on va commencer par une petite lecture par Claire. 2017. Je relis des vieux carnets pour en extraire quelque chose. J'y trouve des études comparatives sur le prix des dosettes de café Malongo dans les différentes supérettes de mon quartier. Thématique de prédilection. Aller trop loin ou non. Attitude terriblement volontaire face à la vie en général et à la dépression en particulier. Des phrases hors de propos, souvent en lien avec des envies impérieuses type « Barbavapa ». Des constats sans appel. Déjà Noël ? Bon. Des espaces de libre expression type 17 février 2018, je suis dans le train, suivi d'une page blanche. Récurrence de l'aveu, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il en ressort que je dois avoir des cuisses en béton à force de remonter la pente, que j'endommage mes nerfs à coups de café, mes artères à coups de chips, que j'ai longtemps eu le goût d'abandonner mes neurones à des toxiques, que j'ai un sommeil de merde, que j'apprends beaucoup de mon écoute assidue des conversations des autres. Agent 007 en résidence dans les cafés de la ville. Je tiens en très haute estime des données archaïques, principalement bien dormir, bien manger et marcher, beaucoup. Je ne finis pas toujours les livres que je commence et je peux en tirer un certain complexe. Je connais mieux le bord des larmes que les larmes elles-mêmes, pour y avoir passé beaucoup de temps. J'ai des velléités. Je parle de mon cerveau comme une spécialiste du home staging. Poser des cadres, agencer, faire le vide, créer un puits de lumière et ce genre de trucs. Souvent, à fond de café, j'ai le cœur chamade qui tambourine. J'ultrapole le nombre de battements par minute. Avec le temps, j'ai appris à apprécier ma compagnie. Je commente mes longues marches matinales à tue-tête dans la ville bleue. L'habitude de m'en remettre à mes jambes quand ma tête n'y est plus a désormais le statut de réflexe. Je constate que je ne suis jamais aussi perdue que je ne le pense. Je me suis habituée à vivre down-tempo. Le rythme qui s'emballe vient de l'intérieur. Je ralentis ma course au maximum. Je ne peux pas me permettre d'être essoufflée, cependant, mon sang bat fort.
Mes veines se gonflent et mes muscles sont perpétuellement en tension. J'ai passé l'automne à lutter contre les symptômes de la dépression qui m'ont collé au basque. C'est un sentiment terrible que celui d'être englouti, digéré par des émotions adverses. Et puis, tout à coup, c'est bien, c'est mieux. Le temps dilaté retrouve sa forme. C'est comme ça survient. Pas de progression. On respire. On avait oublié ce que c'est, à force de vivre à moitié noyé. Z Zong, numéro 11, mai 2018. Merci Claire pour cette lecture. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis ravie d'être là ce soir pour parler autour de cet ouvrage. Du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire qu'il y a derrière ce zine? Une histoire très intellectuelle, vous allez voir. Vas-y. Ah non, je croyais que tu y allais. Vas-y. Ben, on peut se partager, mais moi, je peux vous raconter comment on s'est lancé. Et peut-être, Nelly, tu pourras raconter au-delà de l'anecdote pourquoi on l'a fait. Mais en gros, au moment où on se rencontre avec Nelly, on militait dans un collectif qui s'appelait le 8 mars pour toutes à Paris. Et on avait envie de choses joyeuses. Je crois que c'était ça, de mettre un peu de joie dans notre militantisme. Et moi, je tombe sur un texte de Nelly sur Internet, je le trouve hyper beau, on en discute, et je propose un peu ou toi, je sais pas d'ailleurs, on se dit qu'on pourrait faire des zines. À l'époque, moi, je viens de finir un bouquin sur les Riot Girls, bon bref, je suis à fond sur les zines. Nelly, toi, tu t'y connais hyper bien en Riot Girl à ce moment-là, donc c'est une bonne interlocutrice. Et se passe le drame qui, en fait, on raconte à chaque fois, mais je pense qu'ici, c'est vraiment le bon endroit et que les gens comprendront réellement ce qu'est ce drame. C'est que, autour de l'hiver, je drague une meuf en plus, c'était par Messenger à l'époque. Et donc, je sens qu'elle est dans un groupe de musique, elle fait du rock, etc. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de lui dire que je fais des zines, ce qui n'est évidemment pas vrai. Et je sens que ça marche. Et qu'elle est là, ah ouais, mais c'est trop cool et tout. Ah, mais il faudra que tu me le montres. Et donc là, j'envoie un message à Nelly en disant, écoute, c'est super cool les trucs politiques, mais là, il faut le faire maintenant. Et Nelly, hyper sympa, me dit, ouais, non, je comprends, c'est vraiment une urgence, donc on va faire le zine. Donc c'est comme ça qu'est née cette jolie histoire qui est It's Been Lovely. Mais bon, il y a aussi d'autres raisons probablement. Voilà, je vais compléter avec le côté un peu plus deep comme ça, mais donc oui, donc il y a cette magnifique anecdote et il y a en parallèle aussi le fait que toutes les deux on écrit des textes plutôt qui ne sont pas des textes théoriques, qui sont des textes où on parle de nous. Et on était toutes les deux assez frustrées de ne pas savoir où publier ça, parce qu'on avait envie d'être lues, mais qu'il n'existait pas grand-chose. Donc on était en 2017, fin 2016-2017, et donc c'était un moment où, par exemple, toutes les maisons d'édition qui existent maintenant, du type Blast, Hystérica Associés, etc., qui sont des maisons d'édition vraiment dédiées à la publication de récits féministes, à ce moment-là, n'existaient pas. Des revues aussi, il n'en existait pas beaucoup qui accueillaient ce genre de texte. Et donc c'est comme ça aussi qu'on est venu à ça, c'est qu'on s'est dit, un peu avec ce que disait Marcia sur cette histoire des Riot Girls, c'est un peu ce truc de se dire, si on ne sait pas comment diffuser nos idées, en fait, c'est important de créer une manière de le faire et du coup de passer par quelque chose de do it yourself, de genre on va le faire avec les moyens du bord, quoi. Ouais. Voilà. Et je crois qu'il y a un truc aussi, c'était que tous les zines, enfin une grosse partie des zines qu'on avait nous étaient des zines plutôt théoriques, en tout cas qui accueillaient pas tellement de textes littéraires. Et je me souviens qu'il y avait le Femzine, moi qui m'avait pas mal inspiré. Il y avait quelques autres zines comme ça, mais sinon c'était quand même beaucoup ce qu'on appelait d'ailleurs des brochures. Et d'ailleurs, nous, on s'est fait refuser sur Info Kiosque, parce qu'on nous a dit que c'était pas assez... Je sais pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit c'est... Le format convient pas. Oui, ils nous ont dit c'est des zines et pas des brochures. Et quand on leur a demandé la différence, ils nous ont dit c'est évident. Et on n'a jamais su. Mais voilà, donc il y avait aussi ce truc de... on aimerait créer des zines, mais on aimerait créer des zines avec de la poésie, de la non-fiction, des textes qui parlent de nous. Et d'ailleurs, c'était une de nos règles. On s'est tout de suite dit, pas de théorie. On refusera tous les textes qui seraient vaguement essais théoriques.
Oui, je ne sais pas si tu voulais rebondir, j'allais continuer. Non, je voulais juste dire, ça me fait penser du coup à cette citation de Toni Morrison que vous avez mis dans la préface, qui dit s'il y a un livre que vous voulez lire, mais qui n'a pas encore été écrit, alors vous devez l'écrire. Ouais, je crois qu'on a été pas mal porté par ça, en fait, par ce truc de se dire, déjà, ça demande tellement d'énergie, de confiance en soi et un peu de pep talk, de se dire, en fait, ce qu'on a envie de dire mérite d'être lu. Et avec Marcia, on a pu se dire ça, parce qu'on s'est rencontrés quand même beaucoup autour de l'écriture. Mais déjà, d'arriver à ce stade de se dire, ah ok, j'ai envie d'être lu et j'assume cette envie-là, du coup, à un moment donné, j'ai la sensation qu'on a été porté par cette énergie et un peu en miroir de cette citation-là que tu dis, c'est un peu ce truc de en fait, là, on a envie, on s'est motivé à le faire. La prochaine étape, c'est de vraiment s'y mettre, quoi. Et donc, c'est pour ça, on raconte d'ailleurs dans le livre que on était au bord de mon lit ou du tien, j'en sais rien, je sais plus, et on avait des ciseaux, de la colle, et en fait, on s'y est mis avec 3 fois rien, quoi. Mais c'était, ouais. Ok, alors ma question à moi, c'était qu'est-ce que c'est que ce zine? Vous avez déjà un petit peu raconté. Et vous avez situé là, le début à la fin 2016, début 2017. Et du coup, c'est juste le début de MeToo. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu parler de votre démarche sur, par exemple, le fait de donner un espace de parole, un espace de visibilisation, tout ça? Oui, effectivement. En fait, moi, je sais pas toi ce que tu as à en dire, mais moi, j'ai l'impression que ce truc un peu de concordance du fait que c'était MeToo, c'était à la fois... Moi, j'ai la sensation que comme j'étais dans des cercles militants depuis bien avant MeToo, quelque part, j'étais plus habituée au fait qu'on n'ait pas d'espace médiatique et pas d'espace de parole, et que presque même maintenant, en 2025, des fois, on en parlait tout à l'heure, je vois qu'il y a des choses qui se font et que maintenant le féminisme est devenu un truc un peu en tout cas plus acceptable dans l'espace mainstream, et ça me surprend toujours. Mais du coup, disons que moi, le début de ce projet-là, je constate après coup que c'était à peu près à l'époque de MeToo, mais sur le moment, je crois pas du tout que moi j'ai fait des liens avec ça. Du coup, je sais pas si toi t'as... Mais c'est marrant parce que je crois il y a un des textes dedans où je parle de MeToo, et donc je pense que ça traverse. Je pense que le zine commence un peu avant, mais c'est vrai que ce qui me frappe, c'est plutôt que pendant cette période, disons que moi je sais qu'un des trucs qui était pas mal utilisé, c'était des posts Facebook. On écrivait sur les posts Facebook, et c'était quand même vraiment pas satisfaisant. Il y avait un truc de dévalorisation, un truc qui restait pas non plus. Voilà, et donc j'ai plutôt l'impression que MeToo, c'était aussi ça, c'était une multiplication de posts. Mais comme dit Nelly, il y avait aussi cette frustration de dire... moi, je me souviens qu'on se disait, mais quoi, la parole se libère? Nous, ces récits-là, il y a plein d'endroits où on les entend depuis des années. Et on avait un peu ce truc de se dire, mais ça va être un éternel recommencement. Et de fait, c'était assez vrai, c'est qu'on nous demande de parler, il faut témoigner, il faut écrire son truc sur un des réseaux sociaux, et ensuite... tout le monde oublie, et quelques années plus tard, on nous redit « Ah oui, c'est vrai, ah là là, oui, c'est vrai que c'est horrible ». Donc il y a un peu un cercle comme ça, et je me souviens que moi, MeToo, je l'ai vécu de manière assez ambivalente. En même temps, je trouvais ça incroyable ce qui se passait. En même temps, moi, j'ai des souvenirs de posts Facebook de gars cis-hétéros qui disaient... qu'ils avaient été l'auteur de viol, et qu'il y avait plein de gens qui disaient « C'est super, merci de l'admettre, blablabla ». Et je me disais « Mais on nage en plein délire, en fait ». On est en train de... Là, il y a quelque chose qui va pas. La parole, elle peut pas juste tout faire. C'est pas parce que on confesse qu'on est absous. Il y avait quelque chose que je trouvais un peu bizarre. Donc c'est vrai que je suis pas sûre que ça nous ait tant marqué que ça. Je pense que peut-être, là, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est que quand même, effectivement, le tout début de ce fanzine a démarré avec Facebook, puisque c'est ce que tu disais, c'est un texte que j'ai publié. Et donc je me dis, tiens, c'est marrant, un truc que je ferais absolument plus aujourd'hui comme ça, mais j'ai quand même publié assez naïvement un texte très personnel sur Facebook. C'est vrai que c'était une pratique qui, je pense, était aussi liée à ces histoires de MeToo et un peu qui est un peu comme le reflet de cette époque-là, j'ai l'impression aussi. Et je me demande à quel point est-ce que... en fait, des zines, il y en a plein. En soi,
je veux dire, on est loin d'être les seuls à avoir fait des fanzines. Je pense que dans cette salle, tout le monde est au courant. Et donc, du coup, je me dis peut-être aussi que le fait que ça ait pris et qu'il y ait eu cet engouement autour de ce fanzine a peut-être été lié à ça aussi, quoi, au fait qu'il y avait ce mouvement de MeToo et que quelque part, on a été prise dans un truc plus large que nous de prise d'espace des paroles féministes. Je sais pas. Peut-être juste rajouter, en fait, peut-être qu'il manque un élément pour les personnes ici, c'est que c'est pas un zine où Nelly et moi, on a juste écrit, c'est un zine qui était ouvert, et du coup, on a accueilli des contributions sans sélection pendant les 16 numéros. Donc ça veut dire qu'on avait une adresse mail et que les gens pouvaient nous adresser de manière anonyme ou non leurs textes, et qui étaient publiés, d'ailleurs, comme IL le voulait, anonymement ou pas, sous pseudo, avec les illustrations que IL voulait. Enfin, voilà. On avait vraiment mis cet espace à dispo, et ça pendant 2 ans. Donc on n'est pas du tout les seuls à avoir écrit dedans, loin de là. Oui, et en ça, il y a quelque chose peut-être qui... On en a déjà parlé, j'ai l'impression, nous deux, comme d'une scène ouverte à l'écrit, dans le sens où, du coup, il y avait vraiment ce côté où, et on pourra y revenir peut-être, je ne sais pas c'est quoi vos questions, mais en tout cas, il n'y avait pas de sélection du tout. Donc, en fait, les gens nous envoyaient des textes, et à part quelques exceptions sinon, en gros, tout finissait dans les zines, quoi. Donc, il y avait vraiment un côté... où on se disait, mais en fait, on a trop de trucs à dire, on n'a pas assez d'espace pour les dire, et donc, du coup, laissons voir la diversité de nos voix, quoi, et avec tous les thèmes qui viennent et toutes les préoccupations. Ouais. Oui, moi j'aimerais revenir sur le processus de création. Du coup, tout à l'heure, tu disais que vous étiez dans le salon à découper, scotcher. Est-ce que vous aimeriez nous raconter un peu comment vous faisiez? Vous avez aussi fait des choix politiques autour d'usines en termes de prix, d'impression. Est-ce que vous aimeriez nous en parler? Mais c'est très impressionnant d'en parler ici, parce que c'est bien la première fois qu'on fait une rencontre dans un public qui, a priori, connaît très très bien la manière de fabriquer des zines. Donc je ne sais pas à quel point on peut développer, mais peut-être je peux quand même dire que qu'on a la chance ici d'être dans un endroit où cette pratique-là, elle continue, et elle existe depuis très longtemps, mais qu'en fait, pour vous dire, nous, la première rencontre qu'on a fait avec Nelly sur ce bouquin, on a fait toute la rencontre et personne ne nous a posé cette question, justement. Et il y a une personne qui est venue à la fin, qui était assez jeune, et qui nous a dit mais du coup, en fait, c'est quoi un zine? C'est comme un magazine? Et on s'est dit, ah oui, c'est un truc qui a pas été, qui est quand même assez resté dans un certain milieu. Mais donc, sur la question de la fabrication, on l'a fait à l'arrache. C'est ça la réponse. Et je pense que, mais comme, probablement que les zines qui sont là ne sont pas faits à l'arrache, c'était pas du tout... Là, je sens que j'ai fait un énorme faux pas, mais bref, les nôtres étaient très à l'arrache. Et je crois qu'il y avait un côté assez libérateur de... Je veux dire, aucune de nous n'a fait d'école d'art. L'idée, c'était de faire un truc, de montrer qu'on était capable de le faire. Et je crois on a été très perfectionniste, pas dans l'aspect visuel, mais dans sa diffusion. Donc déjà, nous, on voulait un zine en couleur. Et on voulait un zine en couleur à prix libre. Parce qu'on ne voyait pas pourquoi notre zine serait en noir et blanc. On le trouvait beau en couleur, mais on ne voulait pas payer l'impression. Bon, ça, déjà, c'était un truc... disons que maintenant, quelqu'un me dirait ça, je lui dirais, en fait, c'est un peu compliqué. Mais on a mis à contribution énormément littéralement tous les gens qui bossaient et qui avaient accès à des imprimantes couleurs. La RATP nous a sponsorisé un nombre inconsidéré d'exemplaires. Et en plus, nous, on ne voulait pas qu'il y ait de rupture de stock. Donc, si vous voulez, on imprimait le numéro 1, puis le numéro 1 et le numéro 2, puis le numéro 1, 2 et 3. Donc, quand on arrivait à des tables au bout de 2 ans, on avait du 1 au 16. Parce qu'on se disait, il n'y a pas de raison, le 1, il est super. Donc, voilà. Donc, ça a demandé pas mal de logistique, disons. Mais la fabrication en elle-même, on l'a fait en une journée, et ça ne demandait pas grand-chose comme logistique. Oui, c'est ça. En fait, c'était un peu... au départ, ça s'est vraiment fait... moi, j'ai l'impression qu'il y avait un truc très instantané et un peu naïf, du coup, de... comment on fait pour faire un fanzine? On en a lu, donc on voit à peu près à quoi ça ressemble. On a pris des feuilles A4, on a plié... On a fait de la déco avec du scotch pailleté. C'était notre grande marque de fabrique. Et du coup, on a appris sur le tas, le premier, le deuxième, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose, c'est qu'au départ, on le diffusait juste autour de nous. Et petit à petit aussi, on a appris, du coup,
par exemple, déjà dans la conception elle-même, donc tous ces trucs de... Moi, j'ai jamais compris, c'est toi qui faisais ça, mais les multiples de 4 et tout, là, enfin bref, tous des trucs qu'il faut savoir pour mettre en page. On a aussi, à un moment donné, créé une page Facebook. On a commencé à regarder pour aller à des événements, mais tout ça, c'était un peu du travail de juste un peu réunir les choses qu'on entendait autour de nous. Et du coup, je me suis perdue avec ça, mais voilà. Mais je pense que tu voudrais dire, c'est qu'on était des grosses bolosses, parce qu'on ne pensait même pas que nous, avec notre fanzine, on avait le droit d'aller dans les infers. Enfin, c'était notre gros truc. Et donc, quand on a commencé à nous dire « Ah, mais si vous voulez, c'est pour vous », on a débarqué. Et enfin, il faut vous imaginer, la première zinfer qu'on fait, c'est à Paris. Il n'y a que des gens, du coup, qui font des zines en sérigraphie, enfin, tout est très joli, ils ont des stands et tout, etc. Et nous, on est en panique, et je le dis à Nelly, peut-être on pourrait aller acheter du gros sel, et on en met comme ça sur la table. Donc on va au Lidl d'à côté, hop, on achète du gros sel, on était en panique pour que ça ait l'air un peu shiny, quoi. Et je crois que toi, tu avais trouvé du tissu et tout, donc on était comme ça, hop, on mettait du gros sel, on était là, ouais, c'est pour la vibe, en fait, le gros sel. Et franchement, il y avait un truc d'illégitimité énorme. Enfin, mais attends, en plus, on s'était fait shamer parce qu'on avait mis du gros sel, et je crois qu'on l'avait mis dans un truc en métal, et qu'après, on nous avait dit, mais non, ça perd ses propriétés énergétiques quand c'est dans le métal. Bon, bref, en tout cas, ça n'allait pas. Là, c'est bon. Bon, bah oui. Mais voilà, et c'est vrai qu'au début, c'était un peu la panique. Après, on a tenu le truc et on nous en a... Enfin, souvent dans ces événements, les gens venaient nous voir en nous disant « Ah, c'est joli, et vous voudriez pas faire une mise en page sur Internet ou genre une sérigraphie ?» Et nous, on disait toujours « Bah non, en fait, l'idée, c'est que ça soit photocopiable et que ça reste... Enfin, nous, c'est pas notre métier, et donc il fallait que ça reste accessible. » Et je crois que les premières tables, il y avait des gens, ils mettaient de l'argent et nous on leur disait « Vous voulez pas en prendre 2, franchement ?» Parce qu'on trouvait ça tellement bizarre que des gens mettent, je sais pas, je crois que la première fois que quelqu'un a mis 2 euros, on trouvait c'était le jackpot, quoi. Voilà, donc on n'était pas dans un plan commercial, voilà. C'était pas trop notre truc. Et du coup, dans la préface, vous parlez pas mal de donner l'envie de faire, donner la place de faire. Vous parlez des Riot Girls, comme là vous en avez parlé, genre en mode c'est ça qui vous a donné envie de faire ce zine et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des Riot Girls et un peu... Oui, j'ai été préposée aux Riot Girls apparemment. Ah ouais. Et du coup, de ce moyen d'empowerment que vous avez créé. D'ailleurs, je peux dire ça marche, vu que moi, en lisant le bouquin, ça m'a redonné envie d'écrire et j'ai réécrit ce que je n'avais pas fait depuis des années. Ah, ça, c'est le meilleur compliment, oui. Franchement, j'adore. Mais non, mais c'est trop cool. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, l'inspiration, on va dire, en lien avec les Riot Girls, du coup, pour resituer, je sais pas, je suppose que c'est des choses que peut-être des gens connaissent ici, mais j'ai qu'à redire. En gros, les Riot Girls, du coup, c'est un mouvement qui vient du punk et qui est né aux États-Unis, en tout cas de ce que moi je sais, voilà. Et en gros, qui est né notamment des meufs ou des personnes minorisées de genre qui en avaient marre en fait d'être dans des concerts de punk et de se faire écrabouiller par des gars cis, ceux qui prenaient toute la place. Et donc du coup, à un moment donné, elles se sont dit, en fait, ça fait chier, on en a marre. Nous, on a des choses à dire et on ne nous laisse pas la place de les dire, on ne nous écoute pas. Et en fait, non seulement on ne nous écoute pas dans nos milieux qui sont les milieux punk, mais dans la culture globale, mainstream, on ne nous écoute pas non plus, puisque les revues féminines et autres trucs comme ça ne nous parlent pas. Et donc, du coup, comment on va faire ? On va se saisir nous-mêmes des outils qui sont à notre portée et là, du coup, c'était plus sur la musique, on va créer de la musique qui nous ressemble, par nous-mêmes et donc véhiculer des idées féministes, etc. Et du coup, la culture fanzine était aussi très liée à ça, puisqu'il y avait un truc aussi de se dire, en fait, les plateformes de diffusion ne nous sont pas accessibles, et donc du coup, on va créer des choses qui sont non seulement faciles à faire parce qu'elles coûtent peu, donc voilà, le format fanzine, mais aussi que les gens vont pouvoir prendre, photocopier, donner, etc. Et que ça va être un moyen de diffusion. Et de fait, ça a marché. Enfin, c'était vraiment cool, ce truc-là. Et donc, du coup, nous, c'était important pour nous, en fait, de se dire, on écrit, mais en fait,
on n'est pas des génies qui ont des idées incroyables. Je veux dire, on est super, mais comme plein de gens qui sont super. Et en fait, ce qu'on a envie, c'est que les personnes qui n'ont jamais, à qui on laisse pas la place de s'exprimer, et donc les personnes minorisées, qu'elles puissent avoir un espace dans lequel elles sont pas jugées, elles sont pas sélectionnées, et où ça soit facile de juste se dire « Ah tiens, j'ai écrit ce truc, je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'aimerais bien être lu, et donc du coup, j'ai qu'à le mettre dans ce fanzine. » Et voilà, c'était un peu ça la démarche. Ouais, du coup, dans votre préface, vous dites vraiment ce truc de s'autonomiser pour créer les espaces de parole. Du coup, ça, j'aime beaucoup cette idée-là, ce truc de créer nos propres moyens, nos propres réponses à nos besoins, etc., en termes communautaires, quoi. Mais je pense que c'est important. En fait, moi, pour avoir du coup ensuite été publié, avoir sorti 2 bouquins dans une maison, et du coup le 3e dans une maison d'édition, je dirais installée, moi j'ai envie de refaire des zines, par exemple. Il y a quelque chose quand même de l'autonomie de son espace de parole, de l'autonomie de sa diffusion, de l'autonomie de son temps, aussi de la correction, de sa langue. Du contenu, de tout ça que je trouve est hyper précieux. Et moi, je pense Nelly a raison, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire de dire qu'à la lecture du bouquin, ça redonne envie d'écrire. Moi, je vois que c'est aussi, le bouquin, il permet de faire sortir le format zine d'un certain milieu. Et en fait, à force de faire des rencontres en parlant, ça amène aussi cette possibilité-là, justement, d'autonomie d'espace de parole et d'écriture dans des endroits où les personnes n'y avaient jamais pensé. Mais il y a un vrai enjeu en fait à diffuser des choses, à diffuser toutes nos vies, aussi multiples qu'elles le soient, et à diffuser exactement comme on le veut, dans le format qu'on veut, et sans être écrasé par des considérations en fait, économiques, de droit. Les maisons d'édition, quand même, elles vous prennent vos droits. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'avez plus le droit sur ce que vous écrivez ensuite pendant 99 ans. Enfin, ça dépend, mais la plupart du temps, c'est ça. Donc, il y a quand même cet enjeu-là aussi, je trouve, autour du zine qui est important. Oui, et puis moi, ça me fait penser aussi à la forme poétique, qui n'est pas la seule forme qu'il y a dans ce livre et dans les zines par extension, mais qui est quand même une forme qui a pris beaucoup de place. Le fait que les gens écrivent des poèmes et que nous, on ait écrit aussi des poèmes. Et moi, je trouve que c'est une... Toi, peut-être un peu moins. On avait chacune nos trucs, mais du coup... Mais je trouve qu'en fait, il y a un vrai enjeu aussi dans la forme poétique, c'est que... et c'est des choses aussi qu'on m'a dites, moi, quand je parle du livre, c'est qu'en fait, écrire un roman, par exemple, ça prend du temps. Et ça demande d'avoir un espace de travail, ça demande d'avoir du temps, etc. Écrire des poèmes, et je ne suis pas la première du tout à l'avoir dit, je pense que Audre Lorde l'a dit, donc voilà. En fait, il y a un truc plus facile juste parce que c'est plus court, ça s'écrit sur des bouts de table, et bien sûr, ça demande du travail, et je veux dire, c'est une forme artistique exigeante aussi, mais je crois que du coup, Audre Lorde a dit un truc comme quoi c'était aussi plus accessible à des personnes éloignées des espaces d'écriture, la forme poétique, parce que juste ça prend moins de temps à créer en fait. Et je trouve que c'est pas un hasard que du coup ça ait eu autant de place dans ce zine. Mais c'est pareil pour les textes courts en fait, oui. De non-fiction. Moi, j'avoue, je préfère là me dire que je vais réécrire des textes courts que de me relancer dans un roman qui va prendre... des fois, c'est dépassant le temps que ça prend d'écrire des gros trucs. Et des courts textes qui disent exactement ce qu'on a envie de dire, moi je trouve ça hyper libérateur. Ouais. Oui, à un moment donné, au tout début, quand tu as dit on maîtrise plus par rapport à ce qu'on peut retrouver avec une maison d'édition, on retrouve plus sa liberté, etc. Et tu as commencé à dire son temps de travail et tu t'es arrêté. Ouais. Et finalement, ça revient. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, si on n'est pas professionnel, ou etc., en fait, le temps, c'est quelque chose qui devient précieux si on a besoin de travailler à côté pour subvenir à ses besoins, etc. Ouais. Et vous parlez pas mal de cette notion aussi que nos écrits, nous, en tant que personnes minorisées, valent tout autant que ceux des écrivains et écrivaines. Et je trouve que justement, dans ce zine, vous avez ouvert vous avez créé cette plateforme pour faire ça. Mais je pense qu'il y a un énorme enjeu, mais qui est un peu en train de changer depuis quelques années, mais quand même, pendant des dizaines et des dizaines d'années, les personnes qui avaient le droit de mettre leur vie dans des bouquins,
c'était Michel Houellebecq en gros, ou Emmanuel Carrère. Quand Emmanuel Carrère le fait, tout le monde trouve ça hyper intéressant, c'est incroyable comment il prend le réel et tout. Je vais prendre des exemples hyper mainstream, mais quand Vanessa Springora le fait dans Le Consentement, les premières critiques qu'elle a, c'est bien, mais c'est un témoignage, c'est pas un roman. Et en fait, c'est toujours ça, on nous enlève la possibilité de faire du littéraire. On nous demande, si nous on écrit nos vies ou ce qui nous arrive, etc., ben, c'est super, c'est mignon, on nous fait une petite tape sur l'épaule, c'est triste ou c'est pas triste, c'est ce que vous voulez, mais ça sera jamais la littérature. Il y a quelque chose de vraiment de privation de cette qualité-là, et à notre toute petite échelle, je pense qu'on était vraiment vent debout, c'est une expression, non? De vent debout, je crois. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, bah, Je debout, connais quoi. pas non plus. À dire, ben, en fait, mais pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? En fait, pourquoi nos textes, ils seraient tout le temps... Moi, je me souviens, c'est la même époque où je commence à vouloir écrire sur mon boulot, et j'envoie des propositions de chroniques à des médias, et on me répond ah oui, super, il y a de la place dans la rubrique témoignage, qui donc n'est pas payée par ailleurs. Votre témoignage, lui, c'est pas de la pige, et donc on vous le prend gratos. Et je me dis, mais c'est un délire en fait. Moi, c'est du taf. Enfin, bien sûr que, en plus, je trouve que c'est aussi intéressant que d'autres choses. Mais en fait, comme c'est moi qui l'écris et que je sais pas, enfin voilà, et ben ça bascule dans cette catégorie-là du témoignage. Donc nous, c'était important de dire, il n'y a pas de témoignage en fait dans le zine. Il y a des textes littéraires, peu importe la forme qu'ils ont, et on le mérite en fait. Carrément. Et vas-y. Je peux juste rebondir. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, Pardon, dans ce je t'ai pas truc vu. de l'importance du témoignage et dans une forme littéraire choisie, libre, que ce soit la poésie ou des textes courts. En tout cas, il y a une citation là, de votre préface Alors, c'est Kathleen Hanna après avoir lu un des livres de Katie Hacker. Kathleen Hanna après avoir lu un des livres de Katie Hacker, qui dit Oh my God, I'm not crazy. En fait, de lire des choses qui lui ressemblent, de se dire ah, je suis pas la seule. Et ça, du coup, en effet, dans toute la littérature très masculine, blanche, etc., hétérosexuelle, on se retrouve à lire des choses très bien écrites, mais qui n'ont aucun rapport avec nos vies. Et c'est ce truc de se réapproprier ce pouvoir, c'est hyper important, quoi, quelle que soit la forme finale. Ouais. Oui, carrément. Et j'aimerais revenir du coup sur ce titre à rallonge dont on a un peu rigolé au début. Donc, It's been lovely, but I have to scream now. D'où est-ce qu'il vient? On sent qu'il y a cette notion de colère, de rage féministe dans votre préface. Vous parlez de rendre la colère collective et d'oser dire les violences. Moi, ça m'a beaucoup touchée quand vous écrivez « Transcender la douleur » pour que ça résonne à l'extérieur de nous. Alors, Putain, c'est vrai que c'est beau. ouais, alors l'histoire du titre est peut-être décevante, mais c'est un hasard. Mais je vais trouver des bonnes choses à dire après dessus, mais quand même, il faut être honnête là-dessus. C'était un découpage. En fait, dans notre premier exemplaire, on voulait décorer la couverture et Marcia avait une carte postale. Je ne sais plus d'où ça venait, mais il y avait marqué cette phrase-là. Ah ben voilà, c'est le premier. Et on l'a découpé là, en se disant « Ah, ça fait joli !» Et puis en fait, après coup, les gens, enfin une personne, même plusieurs, je crois, On ne va pas citer, car on ne citera pas, faisait référence aux zines avec ça, en disant « Ah, mais It's been lovely !» Et là, on s'est dit « Ah, ok, en fait, c'est le titre. » Donc voilà. Pour autant, ça a beaucoup de sens, puisque effectivement, tu en parles, ça parle de colère, et je pense que ça marche quand même bien. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de colère dans ce zine, et que même, je crois que c'était un peu, c'est un peu l'émotion dominante pendant, je pense, sur tous les exemplaires, même s'il y a plein d'autres choses, mais de fait, je crois qu'on avait beaucoup de choses sur lesquelles on était en colère et qu'on avait besoin de dire, quoi. oui, et moi je trouve qu'on était joyeusement en colère. Enfin, il y avait quelque chose de ramener de la joie dans la rage et de dire, bah oui, on est enragé, mais en fait, on en fait quelque chose de de puissant pour nous en tout cas, et de extrêmement joyeux. Enfin, moi, ça a forgé l'amitié qu'on a de faire ce zine. C'était des moments... je me souviens qu'on nous a posé la question si on voulait de l'aide, et nous, on voulait pas, quoi. On se disait, mais c'est trop de joie, en fait, à faire ça. Donc je pense que c'est vraiment un mélange de
Et c'est aussi une joie de pouvoir la sortir, la rage. Enfin, de pouvoir la sortir de manière collective. Moi, je sais que ça me met dans des états qui sont très border, quoi. Qui sont en même temps une espèce de colère qui sort hyper forte. Je sais pas, c'est comme quand vous êtes en manif et qu'il y a énormément de monde et que tout le monde est enragé. Et en même temps, oui, on est super vénère et en même temps, il y a quelque chose de très puissant et qui les libère quelque chose qui fait qu'on se sent quand même mieux, ou en tout cas bien. Je ne sais pas si c'est toujours mieux, mais en tout cas, voilà, pour moi, ces deux émotions sont très liées, quoi. Oui, et je crois que ça a aussi un rapport avec la question de la solitude, dans le sens où moi, j'ai l'impression que souvent, ce qui fait mal, c'est aussi de se sentir en colère et d'être seul avec ça, et que dans les zines, il y avait... J'ai l'impression ce truc de... En fait, il y a plein de textes, les uns à côté des autres, qui parlent de choses sur lesquelles on est en colère ou on exprime des choses. Et en fait, lire tout ça en même temps, aussi, ça annule un peu la sensation de solitude, je crois. En tout cas, moi, c'est des choses que j'ai entendues, que les gens finissaient le zine et se disaient « Ah, waouh, ça fait chaud au cœur, quoi ». Et je ne sais pas si le livre, ça fait pareil, mais en tout cas, je me rappelle que pour les zines, il y avait vraiment ça. Ouais. Je me permets de rebondir, du coup, il y a beaucoup ce langage autour des émotions. Et ce qui d'ailleurs est souvent le truc un peu mis en contradiction avec la rationalité, du coup si c'est un langage émotionnel ça a moins de valeur, etc. Et il y a une citation dans votre livre que j'aime beaucoup. C'est ma citation préférée. Et ce que j'ai trouvé assez étonnante, justement parce qu'il y a une prépondérance de la colère, mais là ça parle de la tristesse. Ouais. Donc c'est de Maryse Andraos. Le pouvoir des filles tristes est bien celui de témoigner, d'écrire, de créer. Ce sont elles qui m'ont aidé à vivre, et c'est pour elles que j'écris. Loin d'être faibles ou passives, les filles tristes sont des guerrières. Du coup, il y a vraiment ce truc de dire, en fait, de la douleur, de la tristesse, on peut passer à la colère, à la rage, collectivement éventuellement, de préférence, et qui permet de passer à l'action, de se défendre, de créer un monde où on est moins blessé peut-être. Et Maryse Andraos, elle fait des super zines, si jamais, dans un collectif qui s'appelle Les Bêtes d'hier, qui est un collectif québécois, et c'est vraiment... moi, je trouve que c'est splendide. Oui, et moi quand même pour rebondir sur sur cette citation et ce que tu dis là, en fait j'y tiens vachement à ça parce que en vrai quand on a commencé à faire ce zine, moi j'allais super mal. Je veux dire, moi aussi. C'était pas ouf comme période et je crois que quelque part, pour moi ce zine c'est aussi un mélange de plein de choses qui m'ont fait du bien, écrire, mes amis et être triste avec d'autres gens. Je sais pas, juste. Je crois que ce monde crée nos tristesses aussi. Je veux dire, nos tristesses, elles sont politiques. Ça vient pas de nulle part. Et du coup, je trouve que d'assumer aussi qu'il y a ça et qu'on est traversé par ça, moi, perso, je trouve ça important. Oui, vous parlez, dans la préface, vous parlez de l'art comme un moyen d'extérioriser les violences. Et vous parlez d'usine comme un pacte d'amitié, un pacte d'écriture. Je trouve ça très beau. De parler des fantasmes, des pensées honteuses, comme un pacte d'ouvrir son intimité à la diffusion, à d'autres personnes, pour que d'autres personnes puissent les lire et s'y retrouver. Moi, je trouve que ce pacte, il est... En tout cas, moi, j'ai l'impression que je l'ai conservé ensuite dans l'écriture, que je me suis dit... Je crois que c'est ça mon écriture. C'est que je ne veux pas mentir, même sur les choses qui pourraient être honteuses. C'est comme ça. Je pense qu'il y a besoin, à un moment donné, d'avoir des espaces d'écriture où on dit tout. Et tant pis si ça ne nous fait pas avoir l'air cool. Je sais que, par exemple, moi, ça m'est arrivé beaucoup écrire sur l'angoisse. Et c'était aussi parce que je me disais, mais moi, je suis tellement angoissée. Il n'y a jamais d'endroit où je peux lire là-dessus. Moi, il y avait des moments où je voulais plus être une guerrière, je voulais juste prendre du Xanax. Et c'était vraiment juste ça. Et je crois que ces endroits-là, d'accepter de dire, mais en fait, moi, je suis fatiguée, j'en peux plus, d'accepter de dire des trucs, de dire, moi, j'ai rien d'intelligent à dire à part que j'ai envie de vomir sur la terre entière. Tout ça, c'était des petits bouts de reconstruction. Et quelque chose qui, moi, m'est resté énormément. C'est-à-dire que je me dis toujours, quand j'écris un texte maintenant, je me dis, il faut
Mais c'est Dorothy Allison, elle dit ça dans 2 ou 3 choses dont je suis sûre. Elle dit 2 ou 3 choses dont je suis sûre, et l'une d'elles est que d'écrire l'histoire jusqu'au bout est un acte d'amour. Bon, j'espère que c'est pas probablement exactement ça, mais en tout cas, et ça je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'on le mérite en fait. On mérite aussi d'avoir des histoires écrites qui vont jusqu'au bout, qui disent tout, même les côtés sombres, même ce dont on n'est pas fier, parce que c'est ça aussi qui fait que les gens, quand ils lisent, ils se reconnaissent. Et ils se disent, oui, c'est vrai, moi aussi ça m'est arrivé, et que peut-être il y a des endroits de honte qui disparaissent un peu en lisant certains textes. Et pour moi, ça, c'est un vrai pacte que j'espère vraiment ne jamais trahir, et que si je le trahis, j'espère que mes amis me diront, ça c'est... Enfin, eh oh ouais, voilà. Ouais, et puis je trouve que ça demande beaucoup de courage. Je crois que sur le moment, on ne s'en rendait pas trop compte, parce qu'on parlait vraiment de nos lives de manière un peu sans filtre. Il y a certains textes qui, voilà, maintenant seront dans l'oubli à jamais, et tant mieux, mais je veux dire, dans le sens, c'était vraiment très exposant. Et en même temps, je ne regrette pas du tout, parce que comme tu dis, je pense vraiment qu'il y a une force à lire des choses très honnêtes. Et donc, du coup, je crois que nous, on a fait ça dans ce fanzine. Mais par contre, c'est sûr que moi, j'aurais pas pu le faire seule, et je suis extrêmement reconnaissante de l'avoir fait avec toi et avec la compagnie de plein d'autres personnes qui étaient sur le papier avec nous et qui sont dans ce livre aussi. C'est que c'est pas rien en fait d'être honnête sur ces expériences, même honteuses, etc. Et que j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup appris en faisant ce fanzine avec toi, et qu'aujourd'hui, écrire de cette manière-là dont tu parles, en fait, je crois que tout le monde n'est pas nécessairement armé pour faire ça, et que nous, je crois qu'on a vraiment appris à faire ça. Oui, ça c'est sûr. Et on a aussi appris, comme on le dit dans la préface, que des fois tout, on peut dire pas mal de choses, mais que peut-être, par exemple, nos ruptures amoureuses, ça, c'est peut-être pas le meilleur endroit de le dire, parce que je me suis dit que Nelly, tu avais peut-être envie d'en parler. Non. Oui, j'ai eu un petit problème de oversharing sur mes ruptures dans Cézine, mais voilà, je l'assume tout à fait. Alors, on avait prévu qu'il y ait une petite lecture. Par contre, on a prévu un petit dispositif. Il faut que tu ailles sur le trône. Voilà. C'est un peu moins... C'est hyper important. Je te remercie. Ma voix. Ma voix. Elle a quel son, ma voix? Je ne sais même pas quand je l'ai entendue la première fois, mais je l'ai aimée, je crois. Quand elle a pris ses grosses intonations. Cette voix un peu mal polie qui s'accompagne d'un regard mi-fatigué, mi-malveillant. Pas ma voix d'habitude. Celle qui fait la grève dans le public, dans le métro, dans la rue. Pas celle qui s'était installée confortablement au fond de ma gorge et qui refusait de sortir de peur d'être entendue. Ou qui, au contraire, était terrifiée de ne jamais rien réussir à interrompre. Non, l'autre. Celle qui un jour a rebondi contre les murs. Ma voix qui résonne et interpelle, qui réussit à faire lever le nez de gens autour. Celle qui dit « casse-toi, dégage ». Celle qui tutoie d'emblée. « Parle-moi pas, tu fais quoi là en fait? Tu te prends pour qui? Ta gueule ». Celle qui n'a pas peur de prendre de la place ou de faire trop de bruit. Cette voix qui fait disparaître la voix de ceux qui me donnent envie de hurler. La première fois, elle a sans doute dû sortir en réunion, au milieu de ma voix normale. Elle a tout d'un coup un peu frémi pour sortir, elle ne s'est pas excusée, et elle a sûrement dit un truc du genre « Non mais merci de ne pas m'interrompre, en fait je continue, j'ai pas fini ». Et puis ensuite elle s'est barrée pour laisser la place à l'autre voix, qui trouvait ça pas si mal d'avoir quelqu'un pour la défendre. J'ai été surprise, mais j'ai trouvé ça super. Un peu comme la première fois quand tu voles dans les magasins, t'es étonnée d'en avoir été capable, t'as le ventre qui frétille, mais au final t'es assez contente. Elle est revenue de plus en plus souvent. Elle est venue des fois par automatisme, sans que ça soit réellement nécessaire, mais comme je l'aimais bien, je la laissais venir. Tant pis pour le vieux Mexis en face qui avait sursauté quand la voix lui avait dit que « Bah ouais, c'est la queue pour les toilettes, là, t'as cru que je faisais les courses ou quoi ?» Cette bataille pour la voix, c'est aussi une bataille pour l'espace. Parce que je voyais bien que ma voix sortait quand, agacée, j'assistais une fois de plus à l'occupation de l'espace vocal par un homme cis. Tiens, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était si cocasse qu'on était plusieurs à sortir nos voix et nos rires incrédules. Dédicace à Nelly. Devant des dizaines de femmes, après un film sur le viol, un homme cis a levé la main pour participer au débat avec la réalisatrice. Il a commencé sa phrase par « Il m'est arrivé quelque chose de semblable, enfin, mis à part le viol ». Toutes les filles se sont regardées et se sont retenues.
On sentait les voix qui tambourinaient dans leur gorge pour sortir, mais lui, il a continué. Il a raconté une sombre histoire de clé USB qu'il aurait oubliée et que la police avait voulu confisquer. Il a occupé l'espace vocal en humiliant toutes les victimes de la salle. C'était comme s'il leur crachait à la gueule. « Non mais moi je suis tellement important que ton viol, tu vois, il vaut ma clé USB. » Les voix, elles ont commencé à sortir. Elles ont fait bruisser la salle, mais elles se sont contenues. De toute façon, il a fait semblant de rien entendre. Il a l'habitude, lui, de filtrer ces bruits-là. Il a l'habitude que ses interventions soient prises en compte et qu'on lui serve une bière ensuite pour service rendu à la nation. Et nous, autour, on flippe. On ne veut pas être les hystériques, parce qu'il faudrait que la voix fasse un énorme effort pour qu'ils l'entendent, et en vrai, on n'a pas l'énergie. C'est comme ça arrive. C'est le truc avec la voix, c'est qu'une fois que tu as réussi à l'apprivoiser, encore faut-il qu'on t'écoute. Souvent, on t'a dit qu'il fallait parler davantage, que les autres ne pouvaient pas deviner. Et puis tu as parlé. Souvent, tu as posé des questions dans un débat public, tu as dit non, tu as expliqué aux journaux, à la radio, à tes copains, tu as décliné ton CV de trauma, tu as fait tout comme on t'a dit. Tu as été une victime fière, sans honte, tu as tout déballé avec ta voix qui mettait de la distance. Tu as fait comme plein de monde. Tu as passé des heures à raconter, à t'auto-analyser, à revivre les traumas pour qu'on t'écoute et qu'on comprenne. Et un beau jour d'octobre, sur les réseaux sociaux, tu entends que la parole se libère. Et tu vois que les hommes cis hétéros font semblant de redécouvrir le monde une nouvelle fois, qu'ils n'écoutent pas vraiment. Si ça n'est pas de leur faute, alors ça va. Sinon, si les voix sont trop assurées, en colère, alors ils s'en vont. Ils tournent le dos à la voix qui les secoue. Ou bien ils reprennent l'espace, pour bien montrer qui est le chef ici. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Ils émettent des conseils. Rien n'est comme il faut. Ils se vexent, ils protestent, mais ils occupent l'espace avec leur voix à eux, celle qu'ils n'ont pas vraiment dû apprivoiser parce qu'elle leur semble naturelle. La voix, elle se fatigue parfois, mais elle ne disparaît pas. Elle se repose au fond de la gorge, mais elle reste une alliée. Elle ne te laissera pas tomber. Entraîner ma voix, parler, hurler, dire des insultes, raconter, essayer d'en maîtriser les tremblements quand elle jaillit en public, chanter très très fort au karaoké, mais surtout l'aimer. Évidemment, ça nous parle, ça me parle. En effet, je suis sans voix, j'avais vraiment Mais du coup, moi, je me suis dit, waouh, est-ce que ça a été difficile de se faire publier chez des éditeurs? Est-ce que vous avez frappé à beaucoup de portes? Est-ce que vous avez dû faire des concessions? Voilà, est-ce que vous avez eu carte blanche pour faire ce que vous vouliez ou... Ça va être encore une histoire hyper décevante, ça. Et en même temps, ça va être une histoire qui va vraiment vous montrer qui nous sommes au plus profond et à quel point on n'a pas changé depuis l'époque d'usine. Donc, on décide de faire ce projet d'anthologie pour plein de raisons politiques, mais aussi parce qu'on s'aime bien et qu'on avait envie de retravailler ensemble. Et aussi parce qu'on considère qu'il faut laisser une trace. Enfin, il y avait toute une question là-dessus sur laquelle on pourra revenir. Mais donc, on est persuadé que ça va intéresser personne, évidemment. Donc, on ne sait pas trop comment ça se passe pour les anthologies, on essaye de se renseigner, évidemment personne ne sait, et donc on décide de faire une note d'intention, parce qu'on pense que c'est comme ça que ça marche, qu'on écrit, Nelly elle fait une jolie mise en page sur Canva et tout, et on ne sait pas trop à qui l'envoyer. Et donc, à ce moment-là, j'en parle avec Wendy Delorme, qui est autrice et qui est publiée chez Cambourakis, qui me dit par contre, tu sais, la bienséance, c'est de proposer à ton éditeur d'habitude le projet avant de le proposer ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de le proposer à Cambourakis, j'ai écrit un mail à Isabelle Cambourakis, qui est l'éditrice de Sorcières, en lui disant « Avec Nelly, on a ce projet. On sait que ça ne va pas vous intéresser, mais je voulais juste te prévenir. Salut !» Voilà. C'est un classique. Et donc, évidemment, elle a répondu... S'en est suivi, par ailleurs, un énorme quiproquo hyper gênant, parce qu'elle a cru qu'on ne voulait pas aller chez eux. Donc elle a dit « Oui, mais en fait, nous, ça nous intéresserait, mais je te jure, je vais me former sur la poésie, et puis en fait, on a trop de trucs et tout. » Et on a reçu ce mail avec Nelly, et on s'est dit « Mais tu crois que du coup, ça veut dire que c'est bon ?» Et toi, tu m'as dit « Du coup, on cherche ailleurs ou... ?»
Voilà, donc c'est vraiment pas du tout une histoire de... Mais bon, la chance c'est que moi j'avais déjà le contact à Cambourakis. Je pense que sinon ça aurait été quand même assez difficile de lui trouver une maison. Et après, il a fallu tenir sur le fait que... sur plusieurs choses. Déjà, il a fallu tenir sur les contrats. On n'a pas réussi à tenir grand-chose, mais on a réussi à arracher que, évidemment, ça ne soit pas des sessions exclusives, que Cambourakis ne se retrouve pas avec les droits de texte qui seraient dans un zine et qu'on ne puisse plus diffuser notre zine à côté. Donc ça, c'était important. Et après, on leur a annoncé qu'ils ne pourraient pas toucher au texte des zines. Et ça a été... voilà, ils ont accueilli la nouvelle avec... mais ils ont dit, mais la préface, on peut, non? Et donc je crois que c'était un peu difficile pour eux de savoir... je dis eux parce que Isabelle, elle fait le travail d'édition avec son conjoint. Et je pense que c'était difficile pour eux de savoir où se placer dans un projet comme ça. Mais en vrai, ils nous ont laissé vraiment carte blanche, à part 3 virgules sur lesquelles on a dit non. C'est un peu ça. Ouais. Bah, c'est tout sauf décevant comme histoire. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, vous pouvez nous raconter, c'était quoi la démarche de faire cette anthologie d'où ça vous est venu? C'est un peu ce que disait Marcia, mais tu vas me compléter. Mais c'est que déjà, en fait, on tenait... Enfin, ces zines, ils ont été très marquants pour nous et très importants. Et en fait, il y a quand même ce truc que... on n'était pas du tout... Enfin, en fait, on avait complètement perdu la trace de combien d'exemplaires, de où, de machin. En fait, et il y avait ce truc où aussi, à force, quelque part, enfin, il y avait un truc un peu frustrant de se dire, on a fait 16 numéros, et vu qu'on avait non plus pas des énormes moyens de diffusion, ces 16 numéros, ils ont atterri là où ils ont atterri, mais de fait, on s'est dit, tiens, mais ce travail, qui est quand même un grand travail qu'on a fait, on aimerait bien qu'il laisse une trace, qu'il soit valorisé, parce qu'on croit que ça représente quelque chose quand même d'intéressant et que ça a quelque chose à dire. Donc je pense qu'il y avait une partie de ça qui était vraiment une démarche d'archives quelque part et de valorisation de ce travail. Je ne sais pas s'il y avait d'autres trucs, parce que... Mais je pense qu'il y a... Ce que tu dis, c'était un peu le moteur principal. Je pense qu'on s'était... un moment, quand on a arrêté le zine, quand on a pris la décision d'arrêter le zine, il y avait quelque chose de l'ordre de... En tout cas, on avait l'impression presque de trahir les contributeurs, contributrices, parce qu'on n'arrivait plus à diffuser. Donc les gens, on faisait un zine, hop, et en fait, il était très très peu diffusé. On n'avait plus le temps, on n'avait plus les moyens. Ça devenait de plus en plus difficile, d'imprimer, etc. Et donc, c'était assez frustrant. Et je pense que ça, on l'a gardé en tête, ce truc que quand même toutes ces personnes nous ont confié ces textes, et qu'en fait, ça mérite aussi cette valorisation. Il y a la question de faire archive, comme disait Nelly, et ça, je pense que peut-être qu'on ne se rend pas toujours compte quand on évolue, mais en fait, c'est important de laisser des traces de ce que la commune queer et féministe fait, et qu'elle fasse trace ailleurs. C'est-à-dire qu'on montre qu'on existe au monde, justement, et pas juste entre nous. Et je pense que on n'a pas une très bonne tendance à faire archive, je trouve. Je trouve que les archives disparaissent beaucoup. Il y a des endroits quand même qui se battent pour garder des archives, etc. Mais moi, je trouve que c'est toujours un peu un combat pour montrer qu'on a existé, en gros. Et donc, il y avait cette démarche-là. Et aussi, c'est des textes, comme on disait tout à l'heure, assez intimes. Et je crois qu'on s'est posé la question de jusqu'à quand on réimprime ces zines. À un moment donné, déjà, il y avait des textes à nous. On se disait, mais est-ce que j'ai vraiment envie que maintenant tout le monde sache exactement des détails de ce que... Parce que, effectivement, comme disait Nelly, on a écrit des trucs très, très perso. Moi, il y a des choses, je crois que ça m'a stressée de savoir que c'était encore diffusé. Donc il fallait trouver un moyen qui n'était pas juste les remettre en ligne, parce qu'ils ont été en ligne pendant très longtemps. Et puis il y avait aussi plein de monde qui nous avait confié ces textes et dont on n'était pas tout à fait sûr qu'ils soient d'accord que ça continue à circuler pendant 10 ans. Enfin, voilà, des gens qui avaient écrit les violences qu'elles avaient vécues, ou des choses vraiment hyper intimes sous leur vrai nom. Donc voilà, il y a eu toute cette réflexion-là, et ça a donné ce projet, en gros. Super. Et du coup, je me posais la question, parce qu'il y a... Donc vous avez
16 numéros sur 2 ans. Ouais, on était au chômage. Ben, merci le chômage. Mais du coup, on voit la taille de ce bouquin, qui est très petit. Du coup, j'imagine que vous avez dû faire une sélection, et comment vous avez réussi à faire ça? Oui, alors du coup, c'était quand même une vraie question parce que, comme je disais tout à l'heure, le zine a fonctionné sur une politique de non-sélection pendant 16 numéros. Donc, c'est sûr qu'on avait plein de textes à dispo. Et il y a eu plusieurs choses. Des choses plutôt de juste vouloir représenter au mieux ce que c'était ce fanzine. Et donc, du coup, on a essayé un peu de trouver c'est quoi les thèmes qui reviennent pour essayer de les montrer au maximum. Il y a aussi des personnes qui, pour nous, ont vraiment représenté ce que c'était le zine. Des personnes qui ont beaucoup publié dans les zines, on voulait que ces personnes-là apparaissent. Donc, c'était un peu essayer de trouver des choses un peu représentatives des 16 numéros. Et après, il y avait des trucs très pragmatiques qui étaient que, du coup, comme disait Marcia tout à l'heure, en fait, on a dû faire signer des contrats à chaque personne qui a publié un texte dans ce livre. Et en fait, juste, il y avait des gens dont on n'avait plus le contact parce que, notamment, c'est arrivé plein de fois que, vu que le fanzine était était complètement ouvert à publication, etc., c'est arrivé plusieurs fois que juste des gens nous envoient un texte en mode « Ah je voudrais que ça apparaisse dans It's Been Lovely » et après... plus jamais de réponse. Et c'était vraiment des one-shots, et c'était des gens qu'on ne connaissait pas, parce que de plus en plus, on s'est retrouvés aussi avec des gens qui n'avaient plus rien à voir avec nos cercles, et qui entendaient parler de nous. Du coup, on s'est dit, ça ne marche pas, parce qu'on ne va pas pouvoir les recontacter, et ça va être compliqué. Du coup, voilà, il y a aussi eu cette sélection un peu plus pragmatique. Mais voilà. Et vous dites que, dans la préface, vous dites que, du coup, ces zines vous ont donné confiance pour continuer à écrire. Et du coup, j'aimerais faire un parallèle sur vos projets plus individuels. Marcia, du coup, tu as publié 2 ouvrages, Les Orageuses et Hors d'atteinte. Et Nelly, tu viens de sortir ton premier roman, Entre ici et avant, il y a la mer. Est-ce que vous aimeriez nous parler de cette confiance qui est apparue, cette envie d'écrire et de vos ouvrages, de vos projets respectifs? Tu veux commencer ou vas-y? Moi, je pense que c'est clair, je n'aurais jamais écrit les bouquins que j'ai écrits si j'avais pas eu cet espace avec Nelly pour faire des zines et écrire. C'était un espace de production, d'expérimentation. On se relisait mutuellement, on se donnait confiance, on se disait toujours que c'était super. Mais si tu pouvais peut-être changer la fin. Donc il y avait vraiment quelque chose, un endroit où on pouvait. Je pense, moi, avant l'écriture, j'avais arrêté d'écrire pendant peut-être presque 10 ans. Et avant ça, c'était mes journaux intimes. Il y avait quelque chose de l'apprentissage de la publication, l'apprentissage de quelqu'un d'autre va lire ce que j'écris. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Je pense que ça, je l'ai appris avec le zine et ça m'a donné, je pense, la capacité en fait, de pouvoir écrire sur des sujets qui me touchent de près. Mais c'est pas évident, en fait. On se rend pas compte forcément, mais moi, je sais pas, par exemple... pour vous donner un truc très basique et concret, une des premières fois des premiers dates que j'ai eu avec ma meuf actuelle, je lui ai parlé d'un truc et elle m'a dit « Ah oui, je l'ai lu dans le zine ». Et en fait, c'est ça. C'est quand vous écrivez en constant sur votre vie, les gens, ils le lisent. Et ça, on oublie. Quand on écrit, on le met dans ce truc en papier, ensuite, ça disparaît. Et je pense que cet apprentissage-là, que en fait, tout ce qu'on va mettre, il y a des gens qui vont le lire et qui vont le retenir. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'écrire Les Orageuses si j'avais pas déjà pratiqué un peu l'écriture de l'intime, ou je sais pas comment on dit. Donc pour moi, ça a été fondateur. Et je pense aussi que Les Orageuses arrivent à un moment où justement, je n'en peux plus d'écrire de manière aussi vulnérable. Je ne veux plus dire je veux plus dire la vérité. En fait, je suis dans un truc où je me sens obligée dans le zine d'avoir ce contrat de vérité. Mais vraiment, je sais que il y a le texte sur la justice où je stresse parce que j'ai pas mis la bonne date et je me dis mais merde. En fait, voilà, j'écris sur les violences conjugales et je suis stressée qu'on m'accuse de pas avoir dit. Voilà, il y a un truc de vérité très fort. Et je me dis en fait, moi j'ai besoin d'écrire de la fiction. Et même si la fiction, elle va être très proche et par ailleurs elle va aussi être collective etc. Il y a un truc où je veux pouvoir mettre à distance.
et pouvoir faire des rencontres et pouvoir avoir des lecteurs et des lectrices et de leur dire « Ah, mais c'est de la fiction, en fait ». Et que voilà, ça me regarde moi, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et ça sera pareil pour Hors d'atteinte. De fait, les gens hors d'atteinte, c'est encore pire que les orageuses. Ça m'est déjà, dans la rencontre qu'on a fait à Grenoble, il y avait une dame qui me disait « Mais c'est votre vie hors d'atteinte ». Et je lui disais « Bah non, c'est un roman ». Elle me disait « Non, mais c'est votre vie en fait, ça se voit ». Et de fait, c'était déjà assez chiant, mais aussi, c'était pas exactement vrai. Enfin, ça reste un roman, etc. Mais donc, il y a une projection. Et je pense d'avoir fait tous ces numéros, d'avoir diffusé tout ça, ça m'a mis une certaine forme de... Comme si j'avais grandi avec une petite carapace, plutôt bienveillante, qui m'avait calmée là-dessus, qui m'avait dit c'est ok, les gens ils vont projeter des choses et en fait ça t'appartient et ça je pense que ça m'a permis d'écrire sur des choses intimes. Peut-être c'est une très longue réponse mais voilà. Ouais, je te rejoins pas mal quand même là-dessus. Moi je crois aussi vraiment que j'ai appris. En fait j'ai appris énormément, mais je crois que j'ai appris sans même me rendre compte parce que en fait je m'en suis rendu compte même récemment, parce que je suis dans le projet d'une revue qui, j'espère, va bientôt naître, qui s'appelle « Comme nous brûlons », comme un festival parisien, mais en fait, non. Enfin, c'est autre chose. Et en fait, dans cette revue, je me suis rendu compte que les gens me disaient « Ah, mais oui, mais toi, tu as fait ce fanzine, tu sais faire... Enfin, tu connais. » Et moi, j'étais « Ah, bah non, et tout. » Et en fait, je me suis rendu compte que si. Parce que, par exemple, comme tu dis, ce truc de... être lu, effectivement du coup aussi écrire en sachant que tu vas être publié, donc en fait aussi être sûr que faire le tri pour être sûr que ce que tu écris c'est vraiment ce que tu as envie qu'il soit lu de toi. Enfin, je trouve que rien que ce truc-là, je me suis dit ah oui, il y a des gens pour qui c'est pas évident de faire cet exercice-là, et moi j'ai l'impression de l'avoir tellement intégré, mais juste parce qu'en fait j'ai fait ce zine pendant des années. Comme tu dis aussi, la question des relectures, d'être relu. Enfin, il y a plein de choses en fait que j'ai apprises et que je me suis même pas rendu compte que j'avais apprises. Et donc, je crois que vraiment ça m'a énormément nourrie. Et après, moi, ça m'a pris du temps. Enfin, j'ai pas du tout comme toi enchaîné sur une écriture plus longue. Donc, j'ai fait d'autres fanzines. Je me suis tournée aussi vers l'écriture pour la scène. Donc, du coup, je me suis expérimentée ailleurs. Aussi parce que je pense qu'il y a des choses qui me manquaient dans le fanzine. Je suis accompagnée par des voix, je ne sais pas qui c'est. Et je dirais que peut-être aussi, moi, là, je sens qu'il y a plus les questions raciales aussi qui m'animent et qui me portent en ce moment plus. Et je pense que ça, c'est des choses qui, même si elles étaient présentes dans le fanzine, n'étaient pas centrales et qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin de rendre centrales. Du coup, voilà, c'est un chemin, quoi. Mais c'est clair que ça a été super marquant de faire ça. Et du coup, je suis hyper contente qu'on ait cette anthologie aussi. Parce que moi, par exemple, ça m'a fait... c'était un timing incroyable puisque je suis rentrée dans tous ces exercices-là que je ne connaissais pas, de parler dans des librairies, tous les circuits du livre, par ce livre, avec Marcia. Et donc, en fait, je ne pouvais pas rêver mieux comme entrer dans la littérature que ça, quoi. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu veux nous lire tes poèmes ? Ouais, est-ce que je peux te prendre ton livre ? Tout à fait. Est-ce que je suis obligée d'aller dans le siège ? Oui. Si vraiment t'as pas envie. Non, ça va. Je t'avais dit non. Pourtant, j'ai cru et j'ai compté. Essayé de me rappeler, j'ai passé des nuits à chercher un truc qui pourrait t'excuser. Je t'avais dit non, je te promets. Tu te souviens de cette soirée, de tes messages, de ce dîner, de moi qui me suis pas méfiée ? Les cicatrices, les maléfices, les sacrifices que j'ai faits parce que je ne pouvais pas parler, parce que même pour ça, t'as gagné. Artiste bouffon, poète bouffon, connard, tu t'es cru le premier qui s'excuse d'être bourré, que ses mains se soient baladées. Ma revanche, je la prendrai. Et crois-moi, tu vas bien morfler, tu y penseras à tes regrets, à ta tristesse d'enfant gâté à qui on a osé retirer son gentil jouet, sa petite poupée, le corps d'une meuf allongée. T'as cru un jour me posséder. T'as cru que tu pourrais accéder à mes blessures et à mes failles, à ma fierté et à mes larmes. Tes mots abjects, ton envie de baiser. Tes mains amères, ton goût de cendrier. J'ai dissocié, j'ai bien vrillé. Et toi, connard, dans ta vie, pas de paix. Ton sang qui coule, ta tête par terre. T'inquiète pas, c'est bon, j'ai tout planifié. Ça arrivera, t'étais pas préparé. T'avais oublié ce corps piétiné. Il n'y a pas si longtemps, une nuit de juillet.
Mais les féministes vénères te guettent. Fais gaffe à toi, elles te feront ta fête. Fais pas cette tête. Allez, tu savais. Et ta grande gueule, va falloir la fermer. Nous, on l'a fait pendant bien trop d'années. Tes couilles en or sont sur le point de valser. Merci. Et je vous en lis un deuxième. Bébé, t'as pleuré. Mampa, je le vois, t'as les yeux tout gonflés, tu me regardes en dessous. Ta voix respire la tempête. Ton sourire tremble, tu crois vraiment que je la connais pas, ta tête? Bébé, t'as pleuré. Allez, dis-moi ce qui va pas, pourquoi les eaux ont débordé, pourquoi le navire, le temps d'un instant, a coulé. Aujourd'hui, tout a l'air gris et insurmontable. Aujourd'hui, l'ouragan souffle dans les montagnes. Aujourd'hui, tu sors pas ton sourire tout terrain et du coin de l'œil, je vois bien qu'elle tremble un peu, tes mains. Bébé, est-ce que tu voudrais que je te prenne dans mes bras? Je sais, cette vie-là, elle est pas faite pour nous, trop chelou, enragé, le feu dans les entrailles. Sur les ruines du monde, la bruyante marmaille. Nous sommes l'infection, ouais, les enfants maudits. On chuchote dans le vent, on se balade la nuit et on traîne derrière nous tout ce qu'on voudrait brûler. On se ferait un chemin, on se calmera pas tentant dans la réalité, on se ferait un chemin, on gueule à gros bouillon. C'est que le système laisse pas tellement d'autres solutions. Les sales gosses errent, agacent, regardent les gens partir, on compte les blessures, on se nourrit des souvenirs. On est les vieilles âmes, les arbres aux 1000 bras. Les mauvaises herbes poussent et ne s'arrêteront pas. Alors, bébé, t'as pleuré, mais c'est ça qui est beau chez toi. Ton corps tendre et les gestes que tu fais avec tes bras, ton rire facile, ta larme féroce et tes plaies qui se ferment pas. Le système nous veut dociles, mais on ne se soumettra pas. Tu brilles, bébé, tu brilles et tu pourras compter sur mes bras pour te serrer quand tu auras trop pleuré. Du coup, on va clôturer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à pour vous, être venus. Merci à tout le monde. Ouais. Merci à vous d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Ce soir, on est en collaboration du coup avec Grandes Oreilles et la librairie Paysage Humain qui a fait une sélection de livres. Vous pourrez acheter les ouvrages de Nelly et Marcia. Et il y a aussi les archives TPBGI de derrière les fagots qui ont fait une sélection de zines. Et je laisse la parole à Roxane. Et en collaboration avec Tilt. Ah oui. Et du coup, le podcast sera disponible sur Canal Sud, Spotify et les réseaux sociaux de Tilt et les Grandes Oreilles. Et là, place au repas et à la boum avec DJ Swell. Ouais. Merci beaucoup. Merci.